Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Épisode 35 aujourd'hui des Têtes dans le Cloud. Alors c'est un peu une spéciale pour beaucoup de choses. Vous allez le voir déjà, on est repassé à une caméra parce qu'on a un peu d'évolution et de discussion en ce moment sur le matériel. La deuxième information du coup, c'est que c'est la dernière dans ce studio. Quand même, donc je suis ravi de le faire avec vous, messieurs, aujourd'hui en effectif réduit, mais voilà, ça fait 3 ans qu'on tourne dans nos locaux historiques, on change de locaux à la rentrée, on aura le plaisir d'avoir une nouvelle salle dédiée, donc on va tester, pour ceux qui nous suivent exclusivement sur YouTube, il y aura forcément un peu d'évolution, parce que les plans ne seront pas les mêmes, voilà, on va changer, on va se tester. On sera moins brillant vu qu'il y aura la clim. Exactement. Il faut savoir qu'on appelait le studio l'aquarium parce qu'il pouvait faire très très chaud et ça on le ressent pas à distance, mais nous on l'a vécu profondément. Mais le hasard fait qu'on fait la dernière dans cette locale avec la même équipe qui a fait la première dans ce local. Exactement. Il manque peut-être Benjamin. Oui, Benjamin qui nous avait très vite rejoint. Exactement. Qui était sur les premières et du coup surtout, enfin voilà, pour la petite histoire, ça partait d'une discussion, les Têtes dans le Cloud, il y a 3 ans maintenant, entre nous, en se disant est-ce qu'on ferait pas quelque chose. Puis un été, on avait tenté en se disant tiens, ça donnerait quoi. Pour rappel aussi de la première, on l'avait tourné pas en live l'épisode et elle pilote avait été catastrophique. Il n'est jamais sorti ce pilote parce qu'il n'y a rien qui allait. On a mis une après-midi à le faire. On a mis l'après-midi, il y a eu beaucoup trop de fou rire, c'était une catastrophe. Et puis finalement, ce qui avait changé la donne, c'était de partir sur du live parce qu'à partir de ce jour-là, on a arrêté de faire on a dit qu'il n'y aurait pas de cut dans un épisode. Rien que ta phrase d'intro, elle prenait plus d'un quart d'heure. Quand on devait l'enregistrer, tu n'y arrivais pas. Exactement, avec mon petit cheveu sur la langue, j'ai bafouillé un milliard de fois à l'époque. On a toujours un gros sourire quand tu fais ton intro, déjà parce qu'on a envie de sourire aux gens, mais c'est surtout parce qu'on se dit est-ce qu'il va se planter ? Et ça fait 35 épisodes qui se trompent plus. C'est robotique, exactement. Et derrière, on avait testé le décor, les petits goodies. Du coup, Microsoft assure, ça a donné le studio des Têtes dans le Cloud et voilà, qui va vivre sa deuxième version. Du coup, à partir de la rentrée, donc notamment l'épisode 36 sera dans le nouveau studio. Et comme je parlais de petits goodies d'ailleurs Microsoft, je voulais marquer un petit fait, c'était l'anniversaire de Kevin la semaine dernière, je crois. Donc à nouveau, bon anniversaire Kevin. Et il me semble que Antoine avait préparé quelque chose pour l'anniversaire, donc on va, voilà, comme c'est l'été, on va faire ce petit aparté, comme ça tout le monde verra le dos d'Antoine à l'écran. Kevin, je te laisse ouvrir ce petit goodies Microsoft et tu nous feras le plaisir de le porter aujourd'hui pour cet épisode. Et très bien. Attention, ouverture. Comment ça s'appelle les épisodes le moment ASMR. Fais-le à côté du micro. Noter que Antoine me gâte à chaque anniversaire. Alors, attention. Oh la vache. Oh là là. Alors, je sais pas. Bon, donc pour ceux qui ne le voient pas à l'écran, on a un magnifique chemise XP. Donc avec le wallpaper XP, donc celui qu'on a notamment nous repris en tableau derrière sur un des plans qui est en mode un peu pixelisé, qui est magnifique avec une petite souris. Et je pense qu'il ira à merveille. On va laisser Kevin se changer tranquillement pour pas le faire à l'écran. Musique et full monties. Et je vais du coup annoncer le sommaire pendant ce temps. Voilà, ça se joue tout en des beaux. T'as vu les effets spéciaux ? Exactement, pendant que Kevin se change, le sommaire. Donc aujourd'hui, globalement, on va partir sur 4 grosses thématiques. La première, avec Kevin, on ira voir comment M365 Copilot ne prend pas de vacances. Et oui, à la différence de nous, il ne s'arrête jamais, les nouveautés continuent. On ira après sur la partie Microsoft Foundry, et vous allez voir, on va enfin connaître le ROI des agents Foundry. Petite nouveauté, moi, qui m'a pas laissé insensible et sur lequel je vais revenir aujourd'hui. On ira sur la énième nouvelle expérience de Copilot Studio. J'ai l'impression que le Copilot Studio, avec Romain, nous propose des nouvelles expériences à chaque fois. Et c'est pas on a dit qu'on parlait pas des vendredis soirs. Exactement. Et on finira avec une seconde news côté Microsoft Foundry. On verra comment Agent Service va désormais pouvoir apprendre comme un enfant. Retour sur le plan complet
Et la magnifique chemise, je pense que c'est incroyable, on devrait tous en avoir une comme ça. On parlera après, je te dirai les mots doux après. Exactement. Donc merci Antoine, c'est un super cadeau pour lui. Non, vraiment, pour un geek c'est parfait. Exactement. Je sens que tu vas avoir chaud avec. Donc je sens que je vais avoir chaud avec mon polo en dessous. Mais Kevin, avec ça va. ta petite chemise XP, est-ce que tu veux démarrer sur ton sujet ? Yes. Donc Microsoft 365 Copilot ne prend pas de vacances en cet été 2026. Il y a eu des nouveautés, certaines très récentes, d'autres un petit moment, mais ça permet de faire un bilan avant la rentrée, parce que je pense qu'il va y avoir encore plein d'autres choses. Donc c'est pas exhaustif, j'en ai sélectionné quelques-unes. Déjà, des nouveaux modèles disponibles, encore. Surprenant. Ah bon, il y a des modèles qui sont sortis depuis un mois. Voilà, donc il y a chez Anthropic, il y a le modèle Sonnet 5 qui est disponible. Depuis une semaine et demie à peu près, qui est disponible dans Copilot Cowork, mais qui est disponible aussi dans PowerPoint directement. Okay. Mais pas dans Copilot M365. Pas dans Copilot M365. Dans Copilot M365, quand on active, c'est toujours Opus qui tourne, mais c'est pas Sonnet. Donc c'est très bien pour le moment. Franchement, j'ai trouvé des améliorations notamment en termes de vitesse et en termes de qualité de rendu, notamment pour les slides. Ou pour le coup, l'utilisation de Opus 4.8 en fait, pour la génération de slides, honnêtement, là, vraiment, de mon point de vue, pas nécessaire. Sonnet, en fait, vraiment est le meilleur rapport qualité-prix là, pour le moment aujourd'hui. Donc vraiment très intéressant. C'est important de le rappeler, hein. Il y a eu quand même de belles évolutions sur la partie Copilot PowerPoint, donc le Copilot qu'on retrouve dans PowerPoint, et depuis l'avènement du mode agent qui est devenu le modifié, avec Copilot, et qui n'a rien à voir en génération de slides versus ce qu'on avait avant. Aujourd'hui, on a les preuves en images, hein. On a fait des sujets là-dessus au début, et on était bon. Voilà quoi. Et on voit, c'est beau que justement on va être les images d'archives. Et on voit surtout, je trouve, l'apport des modèles anthropiques dedans, c'est-à-dire qu'on a le réflexe aujourd'hui, et on est tous en train de s'éduquer un petit peu à cause de l'arrivée des crédits Copilot Cowork, de faire ses PowerPoint, ses présentations avec Cowork. Forcément, c'est plus rapide, il fait tout, etc. Par contre, en vrai, sur un certain nombre de sujets, si on compare la productivité que va avoir un agent Copilot dans PowerPoint et le rendu, on ressent le même style finalement aujourd'hui, donc on sait que ce sont à peu près les mêmes modèles, ce sont les mêmes modèles qui tournent derrière, et du coup le savoir-faire en termes de génération de contenu a vraiment évolué, et du coup ça reste assez subtil maintenant en fonction des sujets. Je pense après ce serait plus dans la profondeur de ce qu'on doit produire, peut-être sur la génération d'images, le multitasking quand je veux avoir du Excel plus du Word, du PowerPoint en sortie. Donc c'est là où on va comparer les deux, mais vraies avancées sur la partie Copilot pour PowerPoint. Sonnet 5 fait très bien le job. Pour rester côté Anthropic, il y a le retour de Fable 5. Donc Fable 5, ce qui s'était passé pour rappel, c'est ça fait partie de la dernière famille des modèles côté Anthropic qui ont été lancés. Donc il y en avait deux. Il y avait Mythos et Fable. Mythos 5, lui, est toujours réservé à des éditeurs de confiance, à des acteurs de confiance certifiés, agrémentés, etc. Et Fable 5, c'était, on va dire, la version plutôt grand public, avec plus de garde-fous, notamment si jamais on commençait à poser des questions un petit peu touchy. Il lui partait automatiquement sur l'Opus 4.8. Il y avait 3 grandes thématiques qui étaient interdites, de la cybersécu, la chimie. C'est ça. Et autour de la santé, enfin, c'était biochimie. Biologie ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'il y a sur toutes les IA, et c'est en news ultra fraîche de ce matin, c'est ce qui a posé problème à Hugging Face. Si vous ne l'avez peut-être pas vu, Hugging Face s'est fait pirater, le modèle, avec injection, etc. Et piratage très grave. Ils ont voulu utiliser de l'IA pour contrecarrer très vite. Le problème, c'est que les IA, elles ont des guardrails sur la cybersécu. Et donc, pour se défendre, ils ont été obligés de prendre des IA, les IA chinoises sans guardrails, pour se défendre, parce que les IA occidentales sont interdits. Du coup, voilà. Donc, pour l'anecdote, c'est que ces guardrails, ils sont bien efficaces, puisque même un Hugging Face avec ses pros l'a subi. Alors, ce qui s'était passé avec Fable, c'est qu'il a été lancé officiellement. Ça a été rendu tout de suite disponible côté Microsoft avec certaines conditions dont je vais revenir tout à l'heure. Ça a été bloqué ensuite sous un embargo exigé par le gouvernement américain pour l'ensemble des pays en dehors des États-Unis. Ça s'est calmé à peu près une semaine et demie après. Maintenant, c'est de nouveau disponible côté administration M365 dans un nouveau paramètre
Ça s'appelle modèle IA en préversion. Et ça, c'est très, très particulier. Là où les autres modèles anthropiques, c'est Microsoft, enfin, sous-traitants de Microsoft, où en gros, les sociétés se plient aux exigences, aux contrats en fait, qu'a Microsoft déjà avec les clients, donc respect des CGU, de ne pas entraîner les modèles et en fait, respect de la non-commercialisation des données des clients. Sur les modèles en préversion, c'est des lignes à lire bien en détail. Dans le cas de Fable 5, par exemple, vous vous engagez à ce que Anthropic s'autorise à sauvegarder des données pendant 2 ans sur ces infrastructures, sur ces serveurs, pour des raisons de sécurité et d'audit. Donc c'est désactivé par défaut. Ok. Et il faut bien faire attention. Moi, ma recommandation, c'est pas d'activer ça à ce stade-là. Mais si jamais demain vous les activez, ça apparaît à 2 endroits. Ça C'est apparaît que côté... pour Fable 5 ou pour tous les modèles anthropiques? C'est pour tous les modèles qu'Anthropic va mettre en préversion. Donc Fable 5 aujourd'hui, c'est le seul à date. Demain, j'en sais rien. Okay. Et si jamais vous l'activez, ça apparaît côté Cowork et ça apparaît côté PowerPoint aujourd'hui dans l'expérience. On aurait Fable 5. On aurait Fable 5 si c'est activé. Voilà. Et le dernier modèle qui est disponible, c'est GPT 5.6. Et là, pareil, il y a quelques astérix. Si vous faites rien, GPT 5.6 est disponible uniquement à quelques endroits. Donc, il y a la partie Think Deeper dans la partie chat. Donc, quand tu vas dans la partie chat, maintenant, le Think Deeper, c'est 5.6. Ils ont fait pas mal de ménage. Maintenant, il n'y a plus que 2 modèles disponibles. Il y a 5.5 et 5.6. C'est disponible côté PowerPoint, Excel et Outlook et Word aussi, dans le mode modification. C'est tout. Côté GPT 5.6, ce nouveau modèle d'OpenAI, ils l'ont sorti en différentes variétés, on va dire. Il y a 5.6 Sol et 5.6 Terra. 5.6 Sol et Terra, pour y avoir accès, il faut accepter le fait que vous utilisiez OpenAI, que Microsoft utilise OpenAI comme un sous-traitant. Ça veut dire quoi? Pour accéder à la version Sol et Terra de ChatGPT, il faut cocher cette option-là qui apparaît à côté d'Anthropic. Donc ça veut dire que les requêtes vont être exécutées dans les infrastructures d'OpenAI. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est plus les infrastructures de Microsoft avec, tu sais, l'espèce de fork là d'OpenAI. Ça l'est toujours pour tous les modèles d'avant. Pour tout le reste d'avant. La partie Et pour le Azure OpenAI. Et la particularité pour le 5.6 présent dans le chat et dans PowerPoint, etc., c'est toujours le cas. Microsoft, pour accéder spécifiquement à Sol et Terra, là, il faut accepter que OpenAI soit le sous-traitant de Microsoft. Et là, la particularité par rapport à Anthropic, c'est exécuté en Europe. C'est pas garanti que ça soit dans le pays dans lequel votre tenante est attachée, mais c'est en Europe, donc dans un des pays européens dans lequel opère OpenAI, donc soumis au RGPD. Par contre, il faut accepter le fait que ça soit traité par OpenAI. C'est pas dans les infrastructures de Microsoft. Pour nous en France, la plupart des boîtes acceptent l'exécution en Europe, oui, même si certains ont besoin que ce soit en France. Par contre, moi j'ai des discussions avec des homologues anglais. C'est très 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 compliqué pour l'Angleterre. Anglais UK, tu veux dire? Oui, en UK. Je parle anglais au sens UK, parce qu'ils sont hors Europe. Et en fait, ils ont beaucoup de contraintes sur les modèles. Et la plupart des produits Microsoft, me disaient, ils ont des sacrées différences, plus ou moins visibles pour les end-users. Mais en termes d'administration et d'IT, ils ont quelques galères de fait d'être hors Europe. On rappelle quand même la différence entre les deux. C'est le RGPD ne vous interdit pas en tant que client d'utiliser Anthropic qui serait basé aux États-Unis. Par contre, elle demande l'encadrement des traitements de données qui s'effectueraient hors Europe. Et donc, du coup, ça veut dire que juridiquement, vous devez avoir déjà de la transparence auprès de toute personne chez qui vous prenez les données, globalement, que vous stockez, et que contractuellement, vous ayez un cadre juridique qui définisse comment vous traitez les données hors Europe. Et du coup, forcément, c'est des choses à mettre en place juridiquement, avec des avocats, etc., ou en tout cas des contrats types. Donc, c'est ça qui est plus engageant. Et du coup, ça fait partie des choses qui sont regardées de près par la RGPD en l'occurrence. Donc ça, c'était pour les modèles. Une petite... Il y a quand même, je te coupe Kevin, il y a quand même dans tout ça, tu vois, quand on parle de Fable 5 disponible dans PowerPoint, est-ce que réellement c'est nécessaire? Non. On arrive à un niveau où, tu le dis déjà, des sonnettes, des modèles plus légers. Aujourd'hui, quand on voit la qualité des contenus qu'on génère sur PowerPoint avec les modèles en l'état, j'ai du mal, moi, à me dire dans 2 ans qu'est-ce que ça va faire de plus. Parce que, je trouve que, notamment avec maintenant le WorkIQ, avec tous les historiques d'habitude, les skills qu'on s'enregistre, etc., on a bien travaillé ces contenus. On arrive à un niveau où
Tu dis, il y a Non, des là, propales, c'est- tu redouches 2-3 trucs, mais Là, c'est juste planter et je asseoir parle de le la partie fait. PowerPoint. Ouais, là, c'est juste planter et asseoir le fait que Microsoft en fait est intégrateur de modèles et qu'il a à sa disposition les derniers modèles. Non, En mais tout cas, potentiellement. exactement, mais c'est Mais là par où contre, en aussi. termes d'utilité d'usage, je suis d'accord avec toi. Un Sonnet 5 fait très bien. Et avant de toucher, C'est ça, par rapport les aux annonces de Kevin, c'est ça que je veux dire, c'est Ouais. qu'il ne faut pas se faire peur non plus en disant on voit bien les articles demain des journalistes un peu généralistes qui vont dire Microsoft change toutes ses conditions, tout ça. non. Ouais, mais en fait non, parce que dans Copilot, dans 95% des cas, on a les modèles qui sont complètement chez Microsoft, en Europe, avec les contrats Microsoft, et qu'ils sont largement, mais largement suffisants. Hein. On rappelle qu'on a une Oui. productivité d'un modèle par semaine chez les hyperscalers, en tout cas les providers de modèles comme OpenAI et Anthropic, qu'on n'arrive pas à suivre, et qu'à un moment presque, en productivité, ça ne se justifie plus, finalement. Moi, en productivité, tu vois, là, 4.8, Opus 4.8, ça reste, moi, je pense qu'il y a de mieux en mode cowork pour les slides, tout ce qui est vraiment production de contenu. Donc après, au pire, un Sonnet 5, mais même 4.8 était déjà très bien. C'est juste qu'il coûte plus cher qu'un Sonnet, juste. Voilà. Et c'est vrai qu'on le disait la dernière fois, par contre, au quotidien, moi je disais l'équivalent d'un Mistral 3.5 qu'on peut mettre aussi côté MS, ça fait le taf pour 99,99% des gens. Bien sûr. Faut pas oublier le côté entre le côté geek et le côté C'est vraiment ça. de quoi C'est on ça. a besoin au Avant de quotidien. toucher quoi. les limites déjà de ces usages-là, même Exactement. avec juste les limites Tu as de besoin de la GPT, il faut Ferrari y pour aller, aller quoi. chercher le pain à Ouais, côté. c'est quoi. C'est ça. Tout à fait. Alors qu'au début, C'est on en bien. était entre un chat GPT 3, 3.5, 4 et 4.1. Là, il y avait un univers. Oui, on a passé les grandes étapes. C'est ça. GPT 5.1, etc. 5.5, GPT 5.5 a été une étape majeure parce qu'il est quand même extrêmement correct. D'ailleurs, pour la petite blagounette, c'est pas du Microsoft, mais je l'ai percuté il y a pas longtemps parce que moi j'ai un abonnement GPT à côté. GPT 5.6, il a son mode cowork aussi, au passage. Donc c'est hors Microsoft, mais ça tombe comme par hasard au moment où GPT 5.6, il est disponible dans Cowork. Et tu vois aussi. d'ailleurs, je trouve qu'à chaque fois que maintenant on a des annonces sur Fable, etc., alors on te parle des avancées dans des industries que l'on touche pas forcément tous, la cybersécu, la chimie, etc., les découvertes au niveau d'ADN, ça j'y crois fortement. En tout cas, de la génomique, etc., ça peut faire avancer des choses et apparemment les benchmarks le montrent. Par contre, à toi, grand public, à comment on te montre que c'est dingue, Ouais. globalement, on recrée Minecraft où on fait c'est ça. des sites web en JS de planètes solaires qui sont waouh. Et tu dis, ouais, mais ça, par contre, en cas d'usage. Non, par contre, Non, mais c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la seule manière de démontrer dans le potentiel. pour le commun des mortels le potentiel d'un Fable, on te montre des choses extrêmement graphiques ou comment on recrée des jeux d'il y a 20 ans en 2 minutes. Et ça s'arrête là parce que finalement, j'ai l'impression que notamment sur le reste, sur la productivité de contenu, ça fait déjà longtemps qu'on a prouvé la valeur. Quoi. D'où la Microsoft qui a la build a sorti Microsoft Scout. Scout, voilà. Petit moment pub, c'est la prochaine vidéo qui est sur ma chaîne où j'ai fait un sujet dessus. Scout, lui, justement, je pense qu'il vient sur l'autre partie qu'on touche pas. Parce que la démo que je fais dans la vidéo sur ma chaîne que j'ai pu faire avec un architecte de Microsoft, c'est qu'on lui dit Clément, juste... salut. Salut Clément. Mais la démo, elle est très très différente. Globalement, je prends une vidéo qu'on a enregistrée là, comme ça, qu'on a enregistrée avec lui, avec un des exécutifs de Microsoft, avec Jeff Tepper. Et le truc, c'est qu'on voulait faire du montage dessus et rajouter des jolis sous-titres bien burnés dans la vidéo pour la présenter à un event. Et on a juste dit à Scout... Là, la vidéo, c'est un Américain, c'est un exécutif de Microsoft. Il faut la remonter correctement et mettre des sous-titres français. Et c'est ce qu'on montre dans la démo. Et là, par contre, tu vois un autre niveau d'IA. C'est-à-dire, il se met sur la machine, il installe les logiciels qu'il y a bien, les lignes de commande, il détecte même qu'en fonction du type de matériel, il faut plutôt tel codec, tel logiciel, tel machin. Enfin, là, tu vois que on est sur un autre... l'autonomisation des actions, et toujours cette partie relative au code, finalement, qui évolue le plus encore aujourd'hui, je pense, pour le monde du dev, et qui va jouer sur l'automatisation, parce que c'est tout un paquet de scripts qui se lancent et qui permettent ces actions-là. Et je pense que c'est le futur de l'IA, on le voit, et on en reparlera, moi, dans mon sujet tout à l'heure sur le Copilot Studio, mais l'IA, pour qu'elle aille plus loin, maintenant, elle a besoin de coder. En fait, là, on arrive aux limites d'une IA générative, et maintenant, si elle doit faire des tâches plus loin, on le voit, elle fait du Python, je t'en ai parlé, Kevin, d'ailleurs, j'ai fait cette petite remarque, j'ai l'impression que ça bouge sur Copilot M365, parce que dernièrement, je lui ai demandé des slides à un moment, je lui ai demandé, on avait échangé, tu peux me faire une slide sur ce que je t'ai demandé. Et là où avant, il te pondait 3 slides très rapidement, là il moulinait. Il me disait, bon, je vais lancer un script, je vais essayer de faire ça.
mais un peu comportement à la cowork, mais dans Copilot. Ouais. Et je sais pas, j'ai le sentiment, et par contre il galère, parce qu'il n'arrivait pas à me le sortir dernièrement, alors que sur Researcher, aucun problème. Je sais pas si c'est chez moi en termes d'expérience. Il n'a pas le droit, en fait, il n'a pas les conteneurs dans Copilot pour faire ça. Il essaye, mais il n'a pas les conteneurs. J'ai l'impression qu'il y a une évolution un peu de fond où, moi, c'est vraiment à titre perso, hein, j'ai le sentiment que Microsoft fait évoluer Copilot M365 vers une target cowork, mais directement dans le Copilot, parce qu'il a l'air de vouloir faire la même chose, lancer du Python, lancer des choses. Ne serait-ce que pour faire 3 slides PowerPoint. Je sais pas si c'est du ressenti ou... Parce que c'est ce que les modèles permettent de faire. Après, de mon côté, moi, il a réussi quand même à générer des slides. Après, pas aussi bien que tu sais quand tu passes directement par l'outil PowerPoint hein, ou par l'agent PowerPoint. C'est aussi ce qu'on rappelait du coup. Ouais, ou par l'agent même PowerPoint. Mais non, pour le coup, là, je pense que tu as eu un petit souci. Mais moi par contre, il y a un truc, c'est à se dire rendez-vous dans un an. Moi, je me demande vraiment si Cowork, Scout, tous ces trucs-là, ils ont vocation à être pérennes. Moi, je me dis, dans un an, ils sont plus là, en fait. Enfin, est-ce qu'ils ont vocation à rester là? Parce que comme tu le vois, comment Copilot évolue, tu vois. Moi, je me dis, est-ce que Cowork, c'est pas une étape intermédiaire? Si, parce que si tu regardes, ils avaient annoncé un peu des notions d'unification de l'expérience Copilot, etc. On en avait parlé, ou demain... Même la partie code, en fait. C'était dans la partie GitHub, voilà, le code était dedans, etc. Et du coup, à la fin, ça va être Copilot. Aujourd'hui, on nomme des noms parce qu'on a des ruptures technologiques et surtout des partenariats avec Anthropic, avec OpenCloud, qui font que c'est un peu le revamping à chaque fois par MS. Mais à la fin, ce ne sont que des agents pour Copilot, tout ça. Et moi je suis convaincu que c'est Copilot qui restera en tant que chapeau, et demain on lui demandera tout, il appellera Researcher s'il le faut, il appellera un tel s'il le faut, mais il y aura une unification, en tout cas je l'espère quoi. Ouais, tout à fait. Allez, j'enchaîne rapidement sur celle d'après. Là c'est une petite news. Avec l'arrivée de Cowork, il y a la notion financière à prendre en compte, donc ça on en avait parlé la dernière fois. C'était fait par l'administrateur, d'accord. Mais c'est des informations qui peuvent être intéressantes pour la partie de change. Du coup, dans Copilot Dashboard, il y a un nouveau rapport qui permet de suivre la consommation des crédits au sein de l'entreprise. Donc, ça permet comme ça d'adapter son plan de conduite du changement, notamment avec les différentes lignes budgétaires qui ont été ouvertes. Du coup, toujours. Là, c'est plutôt par des admins Copilot Dashboard. Donc, tu n'as pas besoin d'être admin global ou admin IA M365 pour pouvoir voir ça. Donc ça, c'est plutôt pour les équipes de change, ça c'est intéressant. L'autre nouveauté, c'est dans PowerPoint, il y a des compétences qui commencent à arriver. Donc les compétences, elles sont très populaires côté Copilot Cowork. C'est pas des compétences qu'on peut ajouter nous-mêmes, c'est celles qui sont mises à disposition par Microsoft. Il y en a 3, il y en a 2 que j'aime beaucoup. Il y a anticiper les questions. Donc quand tu as fait ta présentation, tu lui dis... Tu utilises cette compétence-là et tu lui dis, voilà mon audience, etc. Et il te met tous les points faibles de ta présentation. C'est assez bluffant. Ouais, c'est un peu un LLM as the judge. En gros, il revoit ta présentation. Mais pour le coup, c'est mieux que juste quand tu fais ton prompt, fais-moi un topo. Il y a vraiment un travail qui a été fait dedans. Et après, visualiser ces diapositives, c'est quand tu as une slide très verbeuse, en fait, il te la transforme pour qu'elle soit visuellement plus plaisante à regarder. Donc ça, c'est vachement bien. Pour avoir testé, c'est top. Une autre nouveauté qui est un petit peu discrète, mais je trouve qu'elle est top, c'est dans OneNote, dans l'application mobile spécifiquement. Il y a l'agent facilitateur qu'on connaît dans Teams, donc ça j'en avais parlé, on peut l'utiliser dans le téléphone, et quand on a une réunion physique, on pose le téléphone et il fait le travail de transcription. Dans OneNote, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en plus de ça, on peut prendre son appareil photo et prendre des photos, par exemple d'un tableau blanc dans lequel tu aurais fait des dessins, etc., pour qu'il contextualise la prise de notes avec les photos supplémentaires que tu mets à l'intérieur. Donc c'est juste un autre canal d'entrée complémentaire à Teams. Et pour le coup, c'est vraiment pas mal aussi. Il y a une nouvelle évolution d'interface, encore légèrement. Alors, dans la précédente nouvelle interface, tout avait disparu pour partir dans la petite gaufrette, notamment les bloc-notes, et je trouvais ça un peu dommage. Enfin, les bloc-notes reviennent dans le menu de gauche. Donc, on peut avoir ces bloc-notes Copilot directement en un clic, heureusement. Moi, j'ai une suggestion d'évolution. Vas-y, dis. J'ai un vrai problème, moi, entre le logo Copilot et OneDrive, qui sont côte à côte. Ouais. Et dont je trouve que, une fois sur deux, moi, je me trompe. Alors, je ne sais pas si j'ai un problème d'accessibilité là-dessus, mais je trouve en tout cas, le rendu tel qu'ils les ont fait, là, en transparence, etc., et fait que
si t'as pas le réflexe du logo OneDrive, etc., tu peux facilement cliquer sur l'un et sur l'autre. Donc, si je sais pas, mettez-le en commentaire si ça vous est déjà arrivé, parce que moi, une fois sur deux, je vais sur le bouton OneDrive plutôt que Copilot, parce qu'ils m'ont l'air similaires quand je vais rapidement. S'il y a assez de retours là-dessus, je ferai le retour à Microsoft. Exactement. Si on a plus de 1000 personnes qui ont eu le même problème que Kevin, du coup, que moi, on le fera remonter à l'équipe produit. C'est ça. Et la dernière news, ça fait 1 an et demi que ça avait été teasé avec l'arrivée de GPT-4o sur Microsoft 365 Copilot. Et c'est en cours de déploiement. Le paramètre est arrivé en juin dans l'administration. Mais c'est qu'on va apporter la vision à Copilot. Donc on va pouvoir, en plus dans la séance de live chat qui est déjà disponible, partager son écran en entier. Et du coup, donner ça en contexte supplémentaire à Copilot. Donc par exemple, ma slide, je sais pas comment, je dis n'importe quoi, rajouter la transition morphose par exemple. Et ben il va te guider pas à pas à l'oral. Okay. Mais ça peut être sur n'importe quel applicatif en fait, dès lors où en fait il est en capacité de voir partages ton écran dans l'explorateur. Et c'est du contexte supplémentaire. Quand, ça c'est déploiement en cours en juillet. Le paramètre est activé par défaut depuis juin dans l'administration M365 Copilot et le paramètre dans l'administration a un impact sur l'application à partir de laquelle on va pouvoir faire ça. Et sur le smartphone. Parce que côté smartphone, on va pouvoir utiliser le flux de sa caméra, comme le fait aujourd'hui Gemini, GPT et compagnie, pour donner du contexte supplémentaire. Ça, venir, très grosse avancée, ouais. J'avoue que ça fait longtemps que j'attends ça. Tu n'as pas évoqué, juste, je rebondis là, tu parlais des skills PowerPoint. Il me semblait avoir vu passer l'arrivée des skills Excel un peu de la même manière. Nadella a annoncé dans Excel alors plus d'une dizaine, j'avais l'impression qu'il y en avait pas mal de compétences T'as des skills et même des préférences spécifiques à Excel par rapport à des règles de calcul, mais j'avoue que j'ai fait une sélection pour être dans le temps. Non, pas de souci, mais donc, oui. Tout ça pour dire, Microsoft investit en ce moment sur le fait de mettre à disposition des compétences dans PowerPoint et dans Excel, et notamment, je crois, sur des sujets de contrat un peu juridiques, etc. Il me semblait que sur Word et que sur Excel, on avait de l'arrivée un peu de skills verticalisés, non ? Dans Word, c'est même plus lent parce que c'est un agent dédié. C'est un agent. Okay. Mais tout à fait, dans Excel, tu as des skills. Tu as notamment les préférences personnelles dans Excel que tu peux rajouter en plus de tes préférences personnelles dans Copilot. Et il y a un truc qui a été annoncé hier ou ce week-end, je ne sais plus. Il y a même le kit de marque, le brand kit de ton entreprise que tu peux maintenant appliquer dans Excel. C'est vrai que Excel, aujourd'hui, c'est assez brut en fait la manière dont il sort les choses. Et là, il aurait un savoir-faire pour templatiser un peu plus finalement ton dans la charte de ton entreprise. Intéressant. Donc à suivre, les skills dans PowerPoint, Excel. Pas mal de nouveautés, l'arrivée de l'image et de la vidéo, enfin de la vidéo assistée par Copilot. Je pense que c'était un peu les expériences en effet que Gemini avait introduit il y a 2 ans un peu dans les Google I.O. et voilà, qui arrive enfin dans notre univers de productivité d'entreprise. Donc affaire à suivre, c'est pas un petit mois du coup quand même pour juillet, pas mal de petites choses en effet. On va passer au second sujet sur le ROI des agents Foundry. Alors, c'est pareil, c'est une petite news, c'est une notion de paramètre qu'on a dans Microsoft Foundry. Donc, je le rappelle pour ceux qui découvrent l'univers Microsoft, les 3 grandes plateformes, on l'a vu, Microsoft 365 Copilot, pardon. Non, j'essaye de ne pas dire M365 parce que je sais qu'on nous l'a déjà reproché. Le produit s'appelle Microsoft 365 Copilot. Donc du coup qui est as a service sur étagère, la plateforme low code avec Copilot Studio et Microsoft Foundry qui est la plateforme plutôt pro code pour les développeurs, qui est dans Azure, qui est plus pour le monde du sur-mesure et qui s'enrichit à chaque fois pour devenir vraiment la plateforme d'IA, mais plutôt aujourd'hui de Generative AI, parce que quand on fait du machine learning classique, on a encore Azure Machine Learning aujourd'hui chez Microsoft, ils n'ont pas tout unifié. Mais en tout cas, le studio de développement des agents et donc du coup tout ce qui va être aussi observabilité. Et c'est justement dans la partie monitor, tu peux le mettre à l'écran, qu'on a un petit switch bar qui est arrivé pour activer la notion de ROI. Donc la notion de ROI, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, globalement, ce qu'on avait en termes de monitoring, on était sur du monitoring purement technique. Donc, on avait des indicateurs comme la latence, les modèles utilisés, le coût des tokens, le nombre d'appels d'outils, etc. Et là, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable d'identifier, finalement, par rapport au coût un agent, produit, finalement, combien ça coûte, s'il ne rapporte pas plus à l'entreprise ?
pas facile. Donc là, Microsoft a introduit ROI for Agents. L'idée, c'est quoi? C'est que je vais mettre en place ce qu'ils ont appelé le Business Value Evaluator. Donc c'est un LLM as a judge qui va regarder le transcript de la discussion entre l'agent que vous avez créé. On se met, je vous donne un peu de contexte, j'ai créé un agent SAV sur mon site web. Le but, c'est de répondre à des questions de mes utilisateurs. Et du coup, à chaque fin d'intervention, globalement, j'ai un check qui se fait pour dire est-ce que le problème a été résolu? Est-ce qu'en gros, la mission est réussie? Donc, par exemple, est-ce que j'ai bien eu un problème client résolu sans escalade humaine derrière? Ou est-ce que si j'avais un agent commercial, est-ce que j'ai bien un lead qui a été qualifié à la fin de la conversation, etc. Donc ça, en fonction du contexte dans lequel on a déployé l'agent, il est RH, marketing, support, autre, finalement, le LLM as a judge vient juger si l'action est, selon lui, réussie ou si elle n'a pas abouti. Typiquement, mon agent SAV n'a pas trouvé de réponse, ou alors il a renvoyé vers un collègue humain. Non, mais ça rejoint même une discussion qu'on avait eue là il y a longtemps, quand Microsoft et beaucoup d'éditeurs avaient décidé que dans les stades d'usage et de succès des agents, si la conversation se finissait pas par une mauvaise note ou un pouce vers le bas, c'est que c'était forcément une réussite. Et qu'on avait dit que c'était, je me rappelle, c'était à peu près 1 an de ça, et que maintenant, voilà, et que nous on disait que la solution qu'on faisait avec nos clients, c'est qu'on mettait des IA pour analyser les logs. Donc là, maintenant, c'est plus de la bidouille, c'est du natif. Alors, c'est du natif, c'est-à-dire que exactement, il y a cette notion qualitative de succès ou d'échec, globalement, de l'agent. Et sur cette base-là, ils vont faire un calcul de ROI, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, là vous le voyez sur l'interface, définir aussi la valeur générée par l'agent. Donc ça, c'est le business qui va la mettre, qui va dire, par exemple, peut-être qu'un ticket support évité, globalement, ce n'est pas mon équipe humaine qui l'a pris en charge, c'est 8 € de gain. De gain pour l'entreprise ou de gain évité. Encore une fois, ça reste subjectif. C'est si je sais que par exemple, mon contact center humain est à 15 € la conversation qui est prise quand on appelle au téléphone, versus ma conversation avec un agent par texte, chatbot, conversationnel, etc. Imaginons que c'est quelques centimes, ça veut dire que j'ai un gain potentiel de 15 €. En tout cas, j'évite. Donc je m'évite 15 € de coût. Donc c'est toi en tant qu'entreprise qui va le setuper. Donc ça pourrait être un lead qualifié. On sait que dans le funnel de conversation, ça peut rapporter 50 €. C'est la moyenne d'un lead sur mon site e-commerce. Quand je le détecte, c'est en pondération. Ça se fait souvent dans les funnels commerciaux. J'ai une pondération très fine, mais si mon panier est de 2000 €, peut-être qu'on peut estimer qu'un lead, c'est 50 € potentiel. Et en fait, on va définir le ROI potentiel de l'action par l'agent. Et après, Microsoft va agréger tous les coûts de l'agent, donc consommation des modèles, appel outils, infrastructure ou coûts opérationnels associés, a priori. Et on a une formule assez classique du ROI, donc valeur métier générée moins coût total sur coût total, globalement, un pourcentage. Et on va retrouver, du coup, dans les interfaces derrière, je pense qu'on a quelques screenshots, Antoine, qui le montre, voilà. On va retrouver des petits graphiques, du coup, donc sur la valeur générée, le coût total, etc. Et je trouve ça assez intéressant. Derrière, on a une comparaison des versions de modèles aussi. Si tu vas sur celui d'après, justement, on va voir que on a... Je reprends ton écran, Kevin, parce que du coup, j'avais plus l'image. Je vais à nouveau avoir besoin de lunettes, je pense. Mais voilà, on va avoir les versions d'agents qui vont être comparées, du coup, et on va pouvoir regarder si, en fonction des nouveaux modèles déployés, l'agent est meilleur, a un plus grand ROI. On a bien fait de mettre en place la nouvelle version. Et du coup, est-ce qu'on a une croissance de la valeur générée, des choses comme ça? Et je trouve ça assez intéressant. Alors, même s'il n'y a rien de magique, parce que finalement, c'est le business qui évalue le coût. On aurait pu se dire, tiens, l'agent as a judge, il regarde par exemple, je suis un agent commerce, il regarde le produit potentiel qui va être vendu, il connaît son coût, il l'imagine automatiquement. Non, aujourd'hui, ça reste à la charge du métier. Par contre, ça permet de se donner une autre vue que finalement juste le fait de se dire un agent, ça coûte. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ça, dans les studios d'observabilité, on sait juste qu'un agent, ça coûte. Et peut-être que ça réussit ou ça échoue. Mais aujourd'hui, on parle en termes de tâches plutôt. Est-ce que la tâche est allée au bout? Oui, l'agent, il a fait son workflow, il a parlé avec un client. Mais est-ce que pour autant,
il a amené de la valeur, on se posait pas trop la question. Donc c'est assez intéressant et voilà, il y a tout un tas, on va dire, je suis un peu jaloux, de tableaux graphiques et d'indicateurs qui sont mis à disposition. Je trouve ça assez intéressant comme vue de se dire on va emmener finalement quand je sors un projet agentique, je vais attendre cette info du métier dans mon projet, je vais lui demander c'est quoi pour toi le coût estimé d'une conversation si l'agent réussit sa mission. Et du coup, ça fait un petit travail d'introspection par le métier, de se dire, OK, on le sort pourquoi ? C'est quoi le gain potentiel ? Est-ce que si mon agent SAV réussit bien et marche, c'est peut-être des centaines de milliers d'euros économisés. La notion d'économie, c'est un ROI. On pense souvent à la génération financière que l'on recherche en disant, il nous a fait gagner de l'argent. Non, l'économie ou la satisfaction client, un client satisfait, à la fin, si le LLM, as the judge, il note est-ce que le client a été satisfait ou non de l'échange, ça peut jouer dans les ROI. Et en fait, ils vont le rapporter, ça, dans cette notion de gain. Ici, on se raccroche à du coût, mais on pourrait très bien imaginer demain que ce soit du NPS, de la satisfaction client qui augmente, et du coup, par une moyenne, je vois de la croissance de la valeur générée. Enfin, on peut imaginer pas mal de choses. Ça vient d'arriver en preview. Du coup, et l'idée, c'est vraiment de rajouter ce point de vue, finalement, comme si un agent était un humain. Est-ce qu'il a bien apporté mon entreprise ? Je suis un peu jaloux, j'aimerais bien voir la même chose côté cowork. Il s'est prévu. Le slash usage, il va arriver. Ouais, mais à l'échelle de l'administration, pas de l'usage. Oui, détails parce que j'ai pas compris. En fait, ils voudraient pareil savoir si les gens utilisent les crédits cowork et qu'ils en sont contents. Parce que côté cowork, en fait, tu as donc Microsoft avait annoncé il y a quelques temps côté M365, il faut naviguer entre ce que tu as le droit de dire, pas le droit de dire. Côté M365, en fait, ils avaient annoncé déjà que le Copilot Dashboard évoluera, où ça permettrait de regrouper les cas d'usage principaux qui sont utilisés par l'utilisateur par la qualification des prompts. Donc il y a déjà ça. En fait, ce serait bien que cela arrive côté cowork, et je pense que c'est qu'une question de temps pour savoir, ok, c'est quoi les cas d'usage qui sont adressés côté cowork et qui marchent, et du coup, quelle est la satisfaction ou le gain généré en fait versus le nombre de crédits qui aura été consommé, tu vois, pour ça. Et alors ça serait hyper pertinent en effet dans la gestion de tes budgets et savoir finalement on l'utilise à juste titre. Et voilà, l'autre sujet, c'est surtout un moment arrêter de voir ce qu'on déploie comme un centre de coût. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le principal sujet. On fait la course au ROI, mais à un moment, on n'a rien pour le tracer. Là, on a une première notion qui permettra demain, peut-être au métier, d'aller faire cet effort. Et vous, si demain vous êtes expert, vous déployez des agents, pensez à expliquer cette feature aux clients chez qui vous intervenez, parce que du coup, ça vous amènera à avoir les bonnes discussions sur les ROI, et ça amènera à justifier le projet d'autant plus. Ouais. Et si à un moment, le ROI, on n'arrive pas à le trouver, c'est peut-être qu'il y a un problème et que ce n'est pas le bon projet. Rappelez-vous ça. Donc voilà, ça c'était la petite nouvelle sur l'arrivée de l'indicateur, on va dire, en tout cas de tout un paramétrage qui permet au métier de saisir, définir ce qu'est le ROI et de le suivre dans le temps entre les différentes versions de modèles et d'agents que vous déployez dans Microsoft Foundry. On va parler nouvelle expérience côté Copilot Studio. Romain, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur la nouvelle expérience Copilot Studio ? Avec Copilot Studio, donc maintenant c'était il y a quelques années, quand il en était passé du PVA, enfin de Power Virtual Agents à Copilot Studio, ça a été la première grand changement. Ensuite, on a eu... Et à l'époque, on était très critique parce qu'on disait que c'était encore la même chose. Si on se rappelle les premiers épisodes. Moi, je me suis vraiment concentré dessus quand sur la fin d'année, à l'époque, il y a eu le nouveau Copilot Studio. Il y avait déjà un gros potentiel. C'est à ce moment-là que moi, je me suis vraiment spécialisé beaucoup dessus. Donc c'est vrai qu'il y a eu des nouveautés tout le temps, plein de nouveaux boutons, plein de nouvelles features, on a couvert dans plein d'émissions, plein de conférences. Et là, en juin, est sorti en preview ce que nous on appelle en off Copilot Studio V2, parce que là, ça y est, c'est complètement aucun rapport. Voilà. C'est un vrai nouveau produit. Juste, Antoine, c'est pas du tout la bonne image que tu vas afficher. Je t'ai donné 3 vidéos. Ah si, c'est bon, c'est ça. Je sais pas si... Du coup, la miniature était foirée. Non, c'est bon, c'est la miniature qui était extrêmement bizarre que tu avais mise à l'écran. Petit stress. Vas-y, tu peux la mettre. On a évité un scandale planétaire. Bah si, c'est ça, voilà, parce qu'il y avait à l'écran. Donc du coup, on a toute nouvelle expérience. Donc déjà, on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide.
Déjà, voilà, on a une grosse zone de prompt, alors que à l'époque, avant, on était quand même sur un outil très technique, très Power Platform. Et le prompt, c'était une partie de l'affichage et le reste, c'était tes workflows, tes connecteurs, un peu c'est tout ça. Et là, en fait, maintenant, le gros du sujet, c'est qu'on voit à l'écran, c'est qu'on a du prompt, on a des zones de code, on a des zones assez avancées. On retrouve toujours certains classiques. On peut mettre des connecteurs, on peut en mettre des datas. Sauf que déjà, le premier truc qui saute aux yeux des gens qui en connaissent, c'est qu'ils ne voient pas écrit le mot topic, qui étaient les workflows internes de Copilot Studio, qui nous permettaient de faire des use cases professionnels, de dire telle situation enchaîne telle suite d'actions, etc. Maintenant, on n'a plus que ce qu'on appelle du skills. Et ça, je vais y revenir dans un peu plus tard. Mais du coup, tout est pensé skills. Mais là, l'idée dans ce que je montre à l'écran, c'est que globalement, on le voit, il réfléchit différemment. Avant, on avait juste un agent qui parlait, qui répondait. Là, on est quelque chose dans une expérience plus proche, ce qu'on voit dans un cowork, dans un copilot, dans un chat GPT. On voit toute la réflexion, en fait, qui se produit au moment où on parle à l'agent. On voit ce qu'on appelle les thoughts, comment il pense, comment il raisonne. On voit qu'il a des notions de skills quand même beaucoup plus présentées. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas de notion de child agent. Avant, tu avais les sous-agents, qui étaient les agents que tu appelais et qui existaient. Ce qu'ils appelaient les child agents, c'était des espèces de mini-agents locaux. Okay. Ça a disparu. Parce que pareil, un child agent, c'était quoi ? C'est un skills, en fait, en vrai, d'un point de vue purement technique. Et un skills, ça appelle des bases de connaissances, ça appelle des outils, ça se met en forme, c'est du markdown. Et voilà, donc on retrouve. Donc pour l'instant, c'est en preview, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est en GA. Non, c'est la GA, c'est la Global Availability de la preview. Il y a eu beaucoup d'annonces en juin. Ah, Microsoft sort un nouveau truc sans prévenir. Non. Ils ont mis en GA une public preview. Les dates de version finale sont très proches. Parce que ce qui est assez impressionnant, c'est Qu'est-ce que tu en penses du coup de cette nouvelle version ? Alors, la preview qui est sortie en juin était améliorable. Okay. Parce qu'elle était très orientée prompt skills. Donc du texte, parler avec du texte. Et puis moi, j'ai essayé de reproduire mes use cases pro. C'était assez difficile. Okay. Surtout les use cases où je dois dire il se passe telle chose à tel moment, etc. Mais c'était plus de la résistance au changement de ma part. Parce qu'en fait, c'est changement d'habitude. Parce qu'en fait, ces skills derrière c'est des vrais agents, les skills. Un skill, c'est un agent. Et en fait, on peut lui demander des choses extrêmement avancées. C'est qu'avant, par exemple, je faisais toujours l'exemple typique, les ressources humaines, c'est l'exemple que je montre là. Dans certaines questions, on veut qu'il aille que dans un certain dossier. Le télétravail, exemple classique, on pose une question sur le télétravail sur l'espace RH, ça répond à côté de la plaque parce qu'il y a des dizaines ou des centaines de documents qui parlent du télétravail. Première action, on lui dit où est le vrai répertoire du télétravail et il travaille dessus. Et ben en fait, dans le skills, ça marche très bien. En fait, dans le skills, on lui donne l'emplacement du dossier qui va bien et il va se limiter de lui-même au dossier qui va bien. Donc, en fait, avant, on était obligé de dire je dois faire un topic, une détection d'attention, je devais passer par des étapes de workflow, vérifier que c'est la bonne personne. Là, le skills, il le fait tout seul, en fait. Tu crées ton skills durant ton travail de prompt. C'est ça qui est cool. En amont. C'est ça qui est rigolo. C'est que moi, ce qui m'a aussi consolé un petit peu et vraiment mis à l'aimer, cet outil, c'est que je me suis dit, ok. Je pose la question, la réponse me va pas, je dis à l'agent, bon là ça va pas, c'est un cas particulier, je pense qu'il faut faire un skills, est-ce que tu peux m'aider à le faire ? Dans la conversation, je suis pas en train d'aller ailleurs, c'est dans la conversation avec l'agent, qu'on voit à l'écran de temps en temps quand là la vidéo elle tourne en boucle, je lui dis, ok, ce cas-là c'est pas la bonne réponse, il faut aller là, est-ce que tu es capable de la trouver ? Oui, ok, fais-moi un skills pour que plus jamais à l'avenir tu te trompes quand je pose cette question. Il m'écrit le skills, je copie, je colle et je le mets dans la zone de skills. L'interface, elle ressemble vachement à celle de Copilot. Sans blague. et j'ai remarqué aussi qu'il y a un truc là qui était que dans Copilot à un moment, c'était les workflows. Oui. Et du coup, les workflows débarquent côté studio. Alors, les workflows ont toujours été là côté studio. Non, pas pour Automate, mais vraiment les... Oui, workflow, comme on pense dans un M8N ou un machin comme Exactement. ça. Quoi. Oui, on va y venir, c'est la troisième partie de la news. Okay. Et sauf que du coup... donc déjà tout ça en fait au début vraiment j'étais très déçu et en fait c'est moi qui ne comprenais pas, c'était moi l'idiot. Et en fait les skills extrêmement puissants, extrêmement faciles à lire. D'ailleurs on le voit très vite dans la vidéo, mais quand je copie-colle mon texte, j'enregistre, je vais dans l'onglet conversation, je teste, je reviens. Il a tout corrigé la mise en forme. La mise en forme à gauche, c'est pas moi, c'est l'agent. Pour comprendre la simplicité d'implémentation d'un agent, quand tu crées ton skills, tu le crées de manière purement descriptive ? Alors, tu as de base, tu as une zone où quand tu cliques sur ajouter un skills, qui va apparaître tout à l'heure, ça te dit des drag and drop, on va voir là, ou
clique pour créer là on est dedans. Ça écrit ton texte, description, etc. Donc ta description, là, tu dis ce que tu veux que le skills fasse. Voilà, et la description, c'est le prompt d'intention, globalement, pour savoir que tu dois aller dedans. Et en dessous, c'est vraiment de la longue explication. Et là, maintenant, on va fermer celui-là. Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'on voit revenir des fois dans les sujets agentiques la notion d'intention, qui était très utilisée dans le monde du chatbot. On détectait les intentions. Aujourd'hui, il y est toujours avec le skills qu'on prend. Ce qu'il faut quand même... Non, mais l'intention, c'est bien des scénarios qu'on va adresser ici. Et voilà, et c'est pour ça que moi je voudrais montrer la deuxième vidéo où là maintenant je me dis Copilot Studio va peut-être changer de catégorie et va aller sur la catégorie Foundry parce que ça c'est un skills qui a été fait par la Power 4 Team de Microsoft qui fait plein de choses à disposition des gens comme nous. On n'est plus dans le même level. Surtout quand on va commencer à voir, quand je vais commencer à cliquer, c'est qu'on voit qu'il y a une arborescence de fichiers, il y a des fichiers de code. On est dans un projet informatique en fait. Donc le skills que j'ai montré au début, qui est accessible à tout le monde, c'est du pur texte. On fait un skills comme on faisait à l'ancienne, on faisait un agent, on aide. Maintenant, ce qu'on a dans Copilot Studio, c'est qu'on a des répertoires. En fait, c'est un zip. Je pose dedans, j'ai des fichiers d'exemples, j'ai des fichiers de descriptifs, j'ai des fichiers de résultats exemples, mais j'ai aussi un répertoire script et code où j'ai des fichiers Python à l'intérieur qui va utiliser pour faire là, typiquement, la Power 4 Team, elle a fait un exemple. Elle a fait un skills générique de « Bonjour, j'ai un fichier, je voudrais que tu me génères ce fichier dans tel format, en PDF, en Word, etc. » Et en fait, tout ça, c'est le code qui explique, par exemple, comment lire un Word, comment lire les tableaux à l'intérieur d'un Word, parce que tous ceux qui ont un peu joué avec les agents, quand ils mettent un Word en mode « Hello World », il fait « Ah, regarde, mon agent, il lit le Word ». Prends un Word du vrai monde avec des tableaux et tout, tu vas voir qu'il les ignore. Donc, il faut faire du Python, etc. Et tout ça, là. Donc là, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que Copilot Studio, il aura toujours un positionnement no-code où tu peux même l'aider à créer tes skills. Mais là, par contre... On a accès à la source, quoi. On a le pro-code. On a du vrai pro-code, et sachant qu'on peut le valider. Donc moi, la prochaine étape, c'est en fait, je vais dans une IA et je lui demande je dois créer un skills pour Copilot Studio. Est-ce que... Cowork, il sait faire du Python, je vais dans le Cowork. Mais finalement, pourquoi tu aurais à le faire si ça marche bien en description par le texte? Parce que, tout simplement parce que c'était une des choses qui m'avait fait faire des reproches à Copilot Studio V2, et qui là, depuis que j'ai vu ça c'est tout frais, ça a quelques jours, le côté script, en quelques jours au moment où on est en train de parler. Moi, ce qui me gênait beaucoup, c'est que je disais toujours, c'est que juste du blabla et du texte, j'appelle ça les agents TikTok. C'est pour faire un effet waouh sur une vidéo TikTok. Le monde de l'entreprise, c'est un savant mélange entre des process qui existent parfois depuis 70 ans, voire plus, dans lesquels il y a quelques étapes où il faut mettre de l'IA. Donc on est dans une alliance du déterminisme et du non-déterminisme géré par l'IA. Et donc moi, ce qui me gênait, c'était de perdre le déterminisme et les performances. Si un agent, il n'a pas un skills avec du code, à chaque fois que je vais lui poser la question, en termes de performance, il va devoir réfléchir, écrire le code, le valider, le tester et se planter peut-être. Alors que là, je peux remettre du déterminisme dans des actions. Il va pas réécrire le code parce que mine de rien, là, si ce code, moi j'avais le même skills sans la partie code en fait. C'était lent parce qu'il devait écrire le code et l'exécuter à chaque fois. Là, je veux convertir un Word en PDF et tout. C'est impressionnant. J'ai pas pu faire la démo. Non, j'ai pas eu le temps de faire la démo. Je l'ai testé le skills de la Power 4 Team il y a quelques jours. C'était instantané. Là, on est en train de vivre une conversion monumentale. Là. Il y a Kevin qui est en train de créer un agent Copilot Studio et qui joue avec. Non, je regarde en parallèle, mais l'intérêt, c'est que la question que ça me pose, c'est vu que l'interface, elle ressemble vachement à Copilot. Ouais. C'est que même si Copilot Studio c'était du no-code, l'interface a été un peu difficile à appréhender. Elle était très particulière. Là, mine de rien, est-ce que tu vois cette plateforme-là comme utilisable de manière un peu plus réaliste par des populations qui étaient sur du Agent Builder, tu vois, et directement les embarquer sur Copilot Studio, ou ça reste quand même un outil à gouverner et principalement orienté à IT? Il va mieux passer avec les gens qui ont l'habitude, parce qu'avant, on était sur un outil, ce que j'appelais à post-back, c'est-à-dire Copilot Studio, tu faisais un clic, la page se recharge. Un clic, la page se recharge. C'est ce qu'on appelle un post-back techniquement. C'était long, c'était fatigant, et je passais plus de temps à attendre que les pages se chargent qu'à bosser. Là, Copilot Studio V2, on est dans toutes les technos modernes. On le voit dans la vidéo, j'ai pas fait de coupe. Il n'y a pas une seule coupe, c'est des rushs. Même ce que je dis en termes de perf. Ouais, même au-delà des perfs, c'est plus les menus, comment c'était agencé avant, c'était plus technique, tu vois. Mais alors en fait, on aura toujours le même problème qui est, c'est pas, comme je dis toujours, cet exemple, je le répète tout le temps, c'est pas parce que il y a des bricoramas qui ont ouvert ou des magasins de bricolage, ceci n'est pas une sponsor, il y a des magasins de bricolage partout en France qu'il n'y a plus d'artisans.
Bien sûr. Ça, voilà. C'est pas parce que tout le monde peut acheter un marteau qui est capable de fabriquer une maison. Donc oui, c'est accessible, oui, c'est plus facile à jouer dedans, mais restera toujours le sujet que je pense que qui sait écrire de lui-même un skills, qui sait les agencer, et pas juste en faire un, mais les ordonner, les orchestrer. Oui, la logique applicative derrière. Voilà, la logique applicative derrière restera toujours le sujet quand on veut faire des choses, mais c'est plus accessible. On rend quand même la première marche plus accessible aujourd'hui. Bah surtout aujourd'hui avec les IA qui vibe code, etc., c'est clair qu'on va pouvoir faire les zips avec les paquets de code dedans. Ça se trouve même, j'ai pas demandé au gars de la Porca Team, mais ça se trouve, à mon avis, il a rien écrit lui-même. Hein. Il a été, à mon avis, dans un Claude Code ou un truc comme ça, et il a fait générer le skills, et ensuite il l'a testé, il l'a affiné. Hein. Parce que d'ailleurs, au passage, quand tu dis que c'est tellement proche, il y a un site qu'on mettra dans la description, parce que j'ai pas pris le lien avec moi, fourni par Microsoft, où il y a tous ces catalogues de skills. Mm-hmm. Il y a le logo dans quoi c'est compatible, et souvent c'est marqué Copilot Studio et Cowork. Okay. Donc en fait tu vois qu'il y a une vraie harmonisation des technos. Et on va montrer du coup la troisième vidéo pour faire le pont avec ce que tu me disais, c'est que vient avec ça, si les agents font les choses différemment, c'est parce qu'en fait on a aussi un nouveau moteur de workflow qui lui est en GA depuis le mois de mai, mais il reçoit des mises à jour constante. Et là, bon, les gens qui ont déjà vu du N8N, ils reconnaissent. On est quelque chose d'ultra smooth, mais surtout... et puis N8N n'est pas que. Alors, et pas que, mais une grosse partie des... Et Foundry. Oui, non, c'est lui qui a lancé la mode. Exactement. C'est comme du coup, c'est comme dans le jeu vidéo, un Doom-like. C'est ça, des plateformes exactement. Se sont alignées. Mais par contre, ce qui est dingue, c'est que... Alors bon, déjà, pareil, c'est fluide, il n'y a plus de post-back, il n'y a plus de rafraîchissement de page, ça clique partout, mais c'est surtout qu'on mélange ou on remplace des connecteurs ou des composants existants par de l'IA. Le premier que je cliquais tout à l'heure, la plupart que je clique, il y a de l'IA derrière. À gauche, Classify, qui était le premier au début de la vidéo, c'est ce qu'on appelle un switch. Sauf qu'un switch, c'est si telle valeur va là, si telle valeur va là, si telle valeur va là. Non, là, c'est un prompt. Chez chaque petite case, en fait, est un prompt. On dit, tu dois prompter si le résultat de l'IA, c'est ça. Alors, c'est que, par exemple, quand tu veux analyser le contenu d'un mail, avant, c'est toujours, fallait prendre le contenu, sortir l'analyse, créer des catégories. Là, tu lui dis juste, c'est un email ou un document, et si ça parle de ça, va là, si ça parle de ça, va là, si ça parle de ça, va là, mais t'es pas obligé de faire un agent, t'es pas obligé de faire un AI builder, t'es vraiment, voilà. Et t'as ça sur, il y a un moment, je clique sur les interactions avec un être humain, pour pas discuter. Par contre, t'es obligé de lui connecter tes 3 sources. Oui. Enfin, tes 3 cibles. Oui, mais du coup, tu vois que tu choisis même le modèle IA par boîte. Là où avant, tu étais obligé de faire un agent pour choisir le modèle IA ou un AI Builder, là, toutes les petites actions, la moindre action qui utilise plus ou moins de l'IA, a chacun son propre modèle. Et donc, du coup, il y a des actions, je vais lui mettre un 4.1 mini. Là, il y a une action complexe que je vais mettre un opus ou en auto. En fait, tu choisis ce que tu veux dans chaque action. Et c'est ça qui est dingue, c'est que tu peux, du coup, reprendre la maîtrise de ton coût. Et tu dis, bon, bah là, je mets tel modèle, je sais combien ça coûte. J'ai 2 questions. Et je finis juste ça. C'est que tu as aussi ce qu'il faut savoir. Ton équipe. Voilà, non, mais ce qui est génial aussi, c'est qu'avant, c'était Copilot Studio le point de départ. Et ça, c'est un truc qui m'a gêné dans la V2. Copilot Studio était le point de départ en tant qu'agent autonome, en tant qu'appel de workflow, en tant que workflow à l'intérieur. Et là, du coup, c'est l'inverse. C'est que c'est ça qui devient le nouveau point de départ de l'IA low-code. Parce que c'est les agents qu'on fait, on les appelle là, directement depuis les workflows, parce que les agents deviennent... En fait, un agent, c'est une tâche complexe à l'intérieur d'un workflow. Comme je vous disais qu'un processus d'entreprise, c'est un mélange de déterminisme et de non-déterminisme. Un mail qui part... Mais avant tout, tu devais aller dans l'agent pour gérer l'arrivée d'email, dans l'agent. Là, il y a un processus d'entreprise et il y a des points particuliers où j'ai besoin d'IA pour certaines tâches. Et les tâches les plus complexes en IA, c'est là où je mettrai des agents. Tu changes complètement la façon d'approcher. C'est aussi pour ça que moi, j'ai fait de la résistance au changement. Papy, il a fait de la résistance. Et en fait, non, quand tu l'approches comme ça, c'est une dinguerie. Et par contre, ça veut juste dire, attention, c'est que Microsoft a été très clair. Dès qu'on touche un truc qui fait de l'IA, il y a des crédits Copilot qui consomment. Donc, tout ce que j'ai montré avec les petits menus, chaque fois qu'il y a un bouton choisir le mode. Voilà. Alors, pendant la dev, ça bouffe rien. Mais par contre, dès qu'il y a un choisir modèle à quelque part, ça veut dire qu'en prod, ça mangera des crédits. Là où, va poser une question, on disait toujours Copilot, quand quelqu'un Copilot 365, 99% des cas, il ne paye rien en termes de crédit. Tout est dans sa licence. Ouais, mais là, il va payer. Là, avec ce qu'on peut dire et ne pas dire, il faut qu'on fasse attention parce qu'ils nous en ont parlé. Toi, t'étais pas. Non, moi j'y étais. Moi, j'étais une PGI où j'étais. Microsoft et on le avait sait. été franc déjà il y a 1 an déjà, parce qu'une action, c'est 13 crédits à l'époque. Alors, le 12 crédits à l'époque, c'était. Ce qui est toujours aujourd'hui, par exemple, utiliser WorkIQ plus le turn on graph grounding pour aller chercher dans du SharePoint, c'est 10 crédits plus 2 crédits pour générer la réponse. Même pas celui-là, il y avait une catégorie à part. Les 13 crédits, c'était par 100 actions dans un workflow. C'est ça. Donc ça, tu l'auras toujours.
et tu auras en plus plein de nouvelles actions qui n'existaient pas. Et donc, moi, il y a une question qu'il faut se poser pour le futur que Microsoft n'a pas encore répondu, c'est est-ce que ça sera toujours compliant avec la logique de Copilot 365 dit tu ne payes pas les agents sur mesure. On le verra, je pense qu'on va avoir la réponse dans quelques mois. On a commencé à avoir, nous, des débuts d'informations, etc., mais Microsoft est en train de travailler dessus. Et est-ce que quand tu construis ton workflow, ça estime le coût moyen de l'agent à côté? Ça arrive. Ça arrive. Ça serait intéressant, tu vois, qu'en fonction des actions, à un moment, tu dises, bah non, en fait, celle-là, je le fais sans IA parce que je vois bien que le truc, il va exploser juste avec cette petite textbox que je viens de mettre qui a un peu d'IA. Ils y travaillent. On a, disons que globalement, dans la communauté côté Copilot Studio, quand on peut discuter avec des gens de Microsoft, ça fait depuis très longtemps, on leur demande tout le temps. Parce que c'est clé, ça serait clé. Ça que je montre mon workflow et je vois en temps réel, finalement, l'impact que ça aurait en termes d'un crédit classique, d'un workflow classique qui s'exécute, quoi. Alors, en fait, c'est clé, mais ils ont justement ce qui bloquait avant, c'est l'ancien en fait, ce qu'on s'est pas rendu compte, ça c'est ma déduction personnelle, c'est pas que Microsoft le dit, c'est qu'en fait le Copilot Studio que j'aimais beaucoup depuis plusieurs années, en fait c'est qu'il y a Copilot Studio d'un côté, Power Automate de l'autre, les machins s'appelaient les uns les autres, et en fait c'était compliqué d'aller chercher les coûts partout. En fait, avec la nouvelle interface qu'on vient de voir là dans la dernière vidéo, c'est que là t'as un point, c'est bon, là ça y est, t'as un seul point unique. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, avant, mine de rien, ils avaient des problématiques qui rendaient extrêmement complexe le coût d'exécution d'un sujet. Et avant, avec, tu avais des topics, tu avais plein de choses. Donc, c'était très, très compliqué. Là, moi, c'est ma boule de cristal perso. J'ai eu aucune info secrète Microsoft là-dessus. Je pense que ça, c'est avant la fin de l'année pour moi. J'ai deux questions par rapport à ça. Il y a... alors, la deuxième, c'est exprès provoque. La première, c'est il y a un agent workflow qui existe côté M365 Copilot, donc qui existe depuis fin d'année dernière. Non, c'est une blague. Ça existe. Même logo. Pourtant, je pense que ça va être la même chose qu'Agent Builder, mais les workflows que je crée là, c'était du Power Automate. Hein. C'est du Power Automate. Ouais, c'est du Power Automate. Donc c'est le même nom, mais ça ne figurera pas dans les environnements Power Platform où je ne les retrouverai pas mes workflows là-bas. Si, tu les retrouves. Enfin, ils y sont, c'est juste tu les vois pas. En fait, tu avais plusieurs trucs. Tu avais une partie en workflow. En fait, l'agent workflow, c'est compliqué parce que c'est comme l'agent apps qui génère des apps, mais c'est pas du Canvas, c'est pas de la Power Apps. C'est autre chose, ouais. Voilà. L'agent workflow, il y a un mélange de autre chose et de Power Automate. C'est un peu compliqué. Okay. Mais le gros futur, c'est ce qu'on voit là. Okay. C'est la future plateforme de workflow qui va progressivement tout... Power Automate existera toujours, mais c'est juste que... C'était ma question. Est-ce que tu vois ça à terme comme un remplaçant de Power Automate ? Est-ce que Power Automate, aujourd'hui, tu peux rajouter des actions IA ? Alors, c'est ça. C'est que, en fait, il y a plusieurs choses à savoir. C'est que Power Automate, c'est dans la situation et le discours officiel actuellement. Je ne sais pas ce qui va se dire dans 3 mois à l'Ignite. Power Automate, c'est l'outil d'automatisation, de création de workflow, d'accord ? Dans lequel, en effet, tu vas avoir des outils comme iBuilder, voire t'appelles du Copilot Studio. Ouais. Comment expliquer la différence ici ? Là-dedans, qui est la nouvelle plateforme le New Workflow, ça a été dit sur LinkedIn par un mec de Microsoft, ils vont enlever iBuilder. Ce qui est logique. Voilà. Parce qu'ils vont te dire... Mais pourquoi c'est logique ? Parce que quand ils l'ont dit au début, j'ai crié « Scandale ! Au bûcher !» Parce qu'ils me disaient, moi je voulais du déterminisme. iBuilder en mode vibe coding, il vibe codait, il créait un bout de code, une application qui s'exécutait extrêmement vite, toujours de la même façon. Et en fait, ce qui me manquait, c'est ce que j'ai montré dans la deuxième vidéo d'aujourd'hui, c'est que je fais un skills où j'ai généré mon code. En fait, mon skills est un mini iBuilder, en fait. Tu vois, c'est un iBuilder. Et du coup, un agent avec un skills, c'est un iBuilder, sauf qu'il est orienté agentique. Et c'est un catalogue. Parce que souvent, j'ai été obligé d'enchaîner des iBuilders, de faire des workflows. Donc oui, Power Automate existe toujours. D'ailleurs, pour info, Power Automate classique existe toujours. Parce que ça, tu ne le vois peut-être pas, c'est que tu as le Power Automate que vous voyez tous, mais il y a toujours le bouton Power Automate classique dit je pense qu'on doit laisser la place à l'automatisation standard et classique sans IA, parce que c'est un besoin d'entreprise. Ou qui en appelle ponctuellement. Oui, exactement. Et la vision agentique, d'orchestration, etc. D'ailleurs, que je montrerai dans une autre émission, c'est qu'on le voit très très vite, surtout dans la première vidéo, tout au début, dans le menu à gauche, tu arrives à faire pause très vite au début, là.
si t'arrives. Ouais, voilà. Il est trop fort en régie, t'as vu ça. Et en fait, en haut à gauche, par exemple, on voit. Je sais pas si j'ai sur la bonne vidéo. Ouais, voilà. Merci la régie, parce que j'ai pas mis les lunettes. Agent Ops. Donc ça, je ne le montre pas là parce que je le garde pour la prochaine émission. Mais il y a une partie monitoring des agents, vie des agents, ROI des agents à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que je ne disais rien. Il n'y a que sur Copilot qu'on l'a pas. C'est pour ça que quand vous tous les deux, vous faisiez votre news d'avant, je ne disais rien, je me faisais tout petit parce que le pauvre, il va se sentir tout seul sur le côté Copilot. Ce qui est faux. Non, mais ce qui est faux, c'est que côté Agent 365 et Copilot Control System, il y a plein de choses. Et donc voilà, donc beaucoup de choses à raconter, un produit qui a fait beaucoup râler beaucoup de gens quand il est sorti en preview en juin. J'ai attendu la dernière minute pour en parler en juillet parce que j'attendais de voir ce qui allait sortir. Et tu t'es convaincu? Je me suis convaincu, il m'intéresse beaucoup. J'ai déjà des gens dans la squad chez nous qui l'utilisent chez certains clients. C'est de la preview, ça ne doit pas aller en prod, mais voilà. Et donc la GA est pour très 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 bientôt. C'est vraiment, je trouve, ça a toujours été la force de Microsoft. Ils sortent des premières versions qui sont pas dingues et en retard par rapport au marché. Et puis à un moment, tu arrives à un niveau où tu dis bah oui, alors, tout le monde va l'utiliser. Il aura envie de me buter, je pense. Mais moi, quand j'ai vu la nouvelle interface et que je l'entendais râler, moi, je sais pas, moi j'aime bien. parce que toi, tu as eu l'effet ce que j'appelle TikTok, c'est-à-dire oh c'est cool. Ouais, non mais par contre, comment je fais mes business cases. Et après, j'ai pas ce niveau-là. Et surtout encore un changement quand même. Ouais. Donc c'est vrai que tu vis beaucoup de changements sur la manière de faire. Par contre, pour le petit mot intéressant, c'est que là où on voit que Microsoft est à fond dessus, je termine là-dessus. L'avantage d'être MP, c'est qu'on travaille avec les équipes Microsoft. C'est impressionnant depuis début juin quand c'est sorti. 48 à 72 heures max, les équipes de dev Microsoft, elles corrigent tout ce qu'on remonte. Et c'est pour ça que tous les gens qui s'en servent, je leur dis, dites à vos MVP ce que vous vivez avec, ce qui va pas. C'est fou. Moi, j'ai une développeuse de l'équipe qui a remonté un souci dans le packaging pour faire de livraison organisée, de pipeline, etc. Enfin, avec des solutions Copilot Studio et tout. Ça marchait pas, elle était bloquée. Franchement, je l'ai remonté au mec, je crois que c'était un mardi soir. Le vendredi soir, il m'envoyait un mail, il me disait « Romain, c'est bon, fais tester par ton équipe lundi. » Enfin, et moi, je dis, mon truc, à côté de ça, on est des dizaines de MVP à remonter toute la journée des trucs aux équipes. Les gars, ils ont une vitesse de correction et d'amélioration. Donc, un gros bravo aux équipes de Microsoft parce qu'ils ont été hyper réactifs pendant les 6 dernières semaines. C'est impressionnant. C'est une belle conclusion sur cette partie. Donc, nouvelle expérience Copilot Studio, énormément de changements et j'ai envie de dire un alignement avec les attentes, le marché et ce que devrait pouvoir faire un studio aujourd'hui. On n'est pas loin, je pense, de l'heure de vérité, on s'en rapproche. Il y a quelque chose d'assez sympa qui se joue aujourd'hui sur Copilot Studio. On va terminer avec une petite dernière news que je voulais vous partager, dont le titre était « Agent Service pour apprendre comme un enfant ». Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire là-dessus ? En gros, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Vas-y, explique. Je vais essayer. On va partir du début. Explique-nous comme à des enfants. Globalement, les agents IA aujourd'hui qu'on déploie, où qu'ils soient, qu'est-ce qu'ils savent faire ? Ils savent raisonner, ils savent utiliser des outils, ils savent accéder à des bases de connaissances et ils savent orchestrer les workflows. C'est à peu près ça, d'accord ? Par contre, il y a la même limite à peu près partout. C'est que s'ils commettent une erreur dans la manière dont ils s'adressent par exemple à un utilisateur, ils essayent de vous résoudre un problème, eh ben, ils peuvent la faire d'une manière infinie, cette erreur, la rejouer. D'accord ? Aujourd'hui, on n'a pas de notion d'apprentissage. Et attention, je dis bien d'apprentissage, je ne parle pas de réentraînement là. Je ne parlerai à aucun moment de fine-tuning lors de la présentation de cette nouvelle innovation qui arrive chez Agent Service. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est qu'à chaque nouvelle exécution, l'agent, c'est comme s'il n'avait jamais rien vécu. Alors que peut-être, cet fameux agent SAV, eh ben, 10 fois par jour, on lui demande la même chose, il teste un raisonnement, il vous répond, vous lui dites « bah non, c'est pas ça », il teste autre chose, et là, il a la bonne réponse. Bah ça, il va le faire peut-être autant de fois que possible, parce qu'on n'a pas cette notion, finalement, d'apprentissage, et surtout de mémoire de scénario qui fonctionne. Et ça sorti quand, ça ? Et ben là, sur le mois de juillet. Oh, c'est dommage. Hein. Donc, Copilot Studio, ça fait partie des nouveaux. Je voulais en parler dans une autre émission. Je voulais en parler une autre fois, mais je suis obligé de te tacler. C'est la Coupe du Monde. Dans la preview de Copilot Studio V2, on a un gros bouton Memory.
qui fait exactement ça. Ça veut dire qu'on l'a eu un mois avant vous. Alors, non, c'était sur le post de début juillet sur Foundry, mais on n'a pas eu Nous, c'était il y a un mois avant. On n'a pas eu d'épisode depuis. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a deux piliers. La notion de contexte, c'est tout ce qui va se passer pendant la conversation. La notion de connaissance, le knowledge. Donc là, c'est toutes les informations auxquelles l'agent peut accéder. Et maintenant, on va avoir une troisième source d'information qu'ils ont appelée la mémoire. Alors en français, en anglais, c'est procedural memory. Donc, la mémoire procédurale, tout simplement, en français, c'est savoir quoi faire quand une situation se représente. Et c'est ça qui est important, c'est le représente. C'est-à-dire que l'agent, il peut se tromper une première fois. Par contre, s'il a trouvé le chemin de résolution face à un cas donné, aujourd'hui, ça va être stocké dans sa mémoire, tout utilisateur confondu. Du coup, c'est ça qui est important, c'est que c'est pas lié à la session face à une seule personne, c'est pour toutes les situations. Si la situation se représente, je sais comment la résoudre plus rapidement. C'est-à-dire que je ne vais pas me retromper 3 fois, je vais directement savoir, ok, ça c'est une situation déjà rencontrée, je connais le chemin de résolution, notamment dans la fiche de poste que j'ai. Donc ce qui est intéressant, c'est que la structure, ça va en gros enregistrer 2 choses. Et on le voit sur le petit graphique à l'image, donc ça vous le trouvez sur le blog post Foundry de Microsoft. Avant, on a une trajectoire qui est linéaire, où l'agent va tester, pensez vous apporter la bonne solution, vous lui dites, bah non, c'est pas ça, parce que moi, ce que je te demande, c'est ça, donc vérifie ça d'abord. Et du coup, il dit, ok, bah, je vérifie, et là peut-être il a raison. Quand on passe à la mémoire procédurale, on a 2 blocs qui vont intervenir, on a un when et un do. Donc ça veut dire qu'il va enregistrer ce qui aura marché une première fois. Quand on me demande ça, ou quand je suis face à cette situation-là, alors faire appliquer ce pattern-là. Donc en gros, ça va enregistrer des procédures. Et ça peut être des procédures très métiers. D'ailleurs, dans de la résolution de tickets ou de la relation customer, globalement, finalement, il vient imprimer les procédures internes de l'entreprise et se les enregistrer sans qu'on lui ait notifié. C'est-à-dire que tu pourrais très bien avoir la procédure qui est uniquement à base de RAG, parce que tu as toutes tes procédures, s'il se passe ça, tu fais ça. Mais là, il y a une espèce d'auto-apprentissage qui se fait que si ta procédure à base de RAG n'a pas été suffisante et que pour autant, ton agent il a trouvé la bonne solution, et ben ça, il se le gardera et il va se constituer sa mini-base de connaissances. Tu voudrais dire que pour faire... C'est un peu plus élaboré que Copilot, parce que Copilot, je dois lui dire... Souviens-toi de. C'est exactement. Après, il n'arrive pas à lui dire souviens-toi. Alors, il y a plus. Alors, ils ont un peu amélioré. C'est pas que souviens-toi de. C'est quand tu le traites de nom d'oiseau parce que ça fait 10 fois qu'il fait la même bêtise. De lui-même, tu le vois qu'il met en mode je vais me souvenir de ça. Mais c'est lié à l'historique de tes conversations, ça aussi. Alors, non, moi, je me suis rendu compte quand je lui dis j'en ai marre que tu me fasses avec quelques gros mots au passage. Tout d'un coup, je vois je vais sauvegarder que quand c'est. Mais il faisait une action de sauvegarde en fait. Et donc du coup là, ça va être directement stocké dans ce qu'on appelle Foundry Memory, donc qui est certainement très proche de ce qui est en train d'arriver, qui est déjà arrivé a priori. Je ne veux pas le froisser dans Copilot Studio. Non, c'est pas aussi puissant, c'est que par user. Non, mais je pense que l'idée est la même. Et du coup, ça veut dire... Alors, mais ça marche par user aussi. Du coup, ça veut dire que si, finalement, à un client donné, à un moment, dans le contexte, j'ai la même situation qui se représente pour ce client-là, qui a peut-être des spécificités, ce client-là versus d'autres, bah du coup, il l'aura dans ce contexte, finalement. Donc, ça s'applique aussi par user. Et donc, l'idée, c'est vraiment de l'apprentissage, mais comme un enfant. Moi, ça me rappelle... je sais plus, on avait dans le... Pour ceux qui ont lu Bernard Werber et Les Fourmis, un jour, il est... Alors, c'était pas dans Les Fourmis, d'ailleurs, c'était dans la trilogie qu'il avait sur les dieux. À un moment, il expliquait, du coup, que la différence entre les puces et les fourmis, de mémoire, que si on ferme une boîte de conserve et qu'on met des puces dedans, elles vont pouvoir se taper la tête autant de fois que possible sans apprendre qu'à un moment, ça fait mal. Et que d'autres, finalement, insectes ou animaux ont appris qu'au bout de 2 fois, ça faisait mal et qu'il fallait faire différemment. Un peu comme l'enfant qui apprend à ouvrir un placard et que peut-être à un moment, il comprendra qu'il faut mettre le tabouret pour monter. Là, on est un peu sur la même chose. C'est qu'on est l'enfant. L'agent est l'enfant. Il va comprendre que finalement, c'est avec le tabouret qu'on peut ouvrir le placard. Mais plutôt qu'à chaque fois refaire l'erreur d'essayer de sauter tout seul, il saura maintenant qu'il faut un tabouret pour cette situation-là. Et ça va grandement améliorer les performances parce que un des gros problèmes que les gens voient pas depuis que
En fait, il y a eu à un moment au début, les agents, c'était je fais du RAG et je te réponds. Et puis, t'étais pas content. ChatGPT 3, 3.5, globalement. Et tout d'un coup est arrivé le raisonnement, et le raisonnement même de façon systématique. Parce qu'au début, on devait dire je veux du deep reasoning. Donc, le raisonnement est devenu naturel. Et là, les gens, ça fait 1 an, la grosse plainte dans le monde pro, c'est il est long, c'est lent, les agents. Bah oui, parce que les agents, ils passent leur temps à faire tout le temps, à raisonner et à faire tout le temps le même raisonnement face à la même situation et à faire toujours les mêmes erreurs. Et en effet, quand tu actives la mémoire, ton agent, il est de plus en plus rapide. Il y a aussi ça, mine de rien. Exactement. En dehors du côté intelligent, il faut se remettre en termes de situation du contexte de l'utilisateur final. Il va avoir un agent de plus en plus rapide. Donc il y a d'ailleurs des stats qui ont été partagés par Microsoft. Je ne sais pas si Antoine, on les avait, ce petit tableau. Hein. Bon, il y a quelques benches qui montrent que en fonction des comparateurs, on gagne entre 5 et 6% de réussite globalement avec la mémoire procédurale versus quand il n'y en avait pas. Alors ça paraît pas énorme quand je dis ça, mais 5 et 6%, c'est une moyenne en plus. Quand on fait de l'IA, c'est extrêmement important parce qu'à un moment, c'est peut-être ce qui va faire passer mon agent qui fonctionne à 90% de réussite à 95, ce qui est énorme, Ouais. mais sans réentraînement. Encore une fois, là, on ne parle pas de réentraîner un modèle avec beaucoup de données, avec tous les scénarios qu'on a déjà vécus, etc. C'est vraiment une approche fondamentalement différente. C'est juste retenir ce qui a marché. Moi, ce qui est dommage dans ce tableau qu'ils n'ont pas mis, c'est la vitesse de traitement de la même question. Alors, si ce qu'ils disent quand même, c'est que on constate du coup une meilleure stabilité des agents parce que finalement, dans le temps, ils vont davantage prendre les bonnes décisions, globalement, versus quand il n'y avait pas cette fameuse mémoire. Et là, on pense, facteur clé du succès, mais globalement, ça peut nous permettre d'apprendre quels sont les enchaînements d'actions qui peuvent conduire au succès par rapport à une tâche que je dois exécuter, mais quels outils appeler en priorité ? Quelles erreurs éviter, quels workflows vont produire les meilleurs résultats. On peut imaginer finalement que ça soit beaucoup plus profond que juste question-réponse, mais que ce soit aussi demain quand on va voir une suite d'agents et de workflows, etc., quel est le workflow le plus adapté. Finalement, rien que ça, pour rappeler, donc ça peut avoir beaucoup d'impact. C'est natif du coup, hein, vous n'allez pas le voir, c'est pas une fonctionnalité activée, c'est une vraie amélioration qui a été mise. Donc c'est comment en gros permettre aux agents de transformer les expériences passées en savoir-faire, globalement. Ça, c'est cool. J'avoue, c'est pas mal. Quand même. Donc plutôt pas mal. Elle est passée un peu comme ça, en et c'est un annonce. premier pas vers l'AGI, en fait. Oui, l'apprentissage. Apprendre du passé. Moi, je trouve ça incroyable, en vrai. C'est le credo sur lequel se positionne Yann Lequin aussi, où il dit que les LLM arrivent à leur limite, notamment sur cette notion d'apprentissage. C'est ce qu'on disait tous. Hein, c'est une approche intéressante. Voilà, c'est une approche très intéressante. Le grand RAG qu'on entend partout, qui est, c'est atteint ses limites. Le RAG plus LLM. Le RAG ne fera jamais tout. Ça rejoint le début de la conversation de l'émission. On disait, c'est que maintenant, on a atteint les limites. Où est-ce qu'on veut aller plus loin avec le LLM et les RAG ? C'est en rajoutant des notions comme la mémoire procédurale et ce genre de choses qui permettent d'aller plus loin. Ce qui est assez proche de ce qu'on a sur IQ, finalement, c'est le côté je t'ai dit des choses qui me plaisaient une fois, tu le retiens en mémoire et tu ne me le redemandes pas pour améliorer l'expérience. Mais ça, on l'a vraiment, du coup, pour tout agent, pour structurer une base de connaissances, de faits vécus. Et du coup, c'est assez important comme innovation. Alors, on le constatera peut-être tous dans les implémentations clients ou internes que ça augmente d'ici quelques mois. Mais voilà, à suivre l'arrivée de Foundry Memory. Peut-être aussi de sujets similaires du coup sur les autres plateformes de Microsoft. Je trouvais ça extrêmement intéressant, techniquement et conceptuellement, cette notion d'apprentissage. On va terminer là-dessus cet épisode. Alors pour rappel, c'était l'épisode 35 des Têtes dans le Cloud. On espère comme d'habitude que vous avez apprécié l'éditeur. Alors je cherchais la caméra vu qu'on est passé à un plan maintenant. On vous l'a dit, pas mal de changements à venir pour nous, notamment pour les épisodes de la rentrée. Nouveau studio. Certainement, nouvelle manière de nous découvrir en vidéo parce que le studio aura changé, les plans, les caméras, pas mal de choses. Donc, ça va être aussi de l'apprentissage pour nous à la rentrée. Mais en tout cas, on est ravis de cette évolution. Et puis surtout, ça va faire... on approche la quarantaine, encore une fois, d'épisodes d'ici la fin de l'année. Je croyais que vous parliez de vous deux. Ouais. Non. Même si on avait commencé sur l'anniversaire de Kevin, on approche les 40 épisodes. D'ici la fin de l'année, ils seront certainement atteints. Et c'est ce qui vous dit, papy. C'est aussi l'occasion de se renouveler. C'est ça. On vous souhaite sur ça un bel été parce que nous, on sera en congé au mois d'août. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'épisode. J'en suis convaincu des Têtes dans le Cloud. On reviendra pour la rentrée. On n'aura peut-être pas Romain, je crois. Ça dépend comment on tourne, si c'est début septembre ou pas. Mais on verra, on s'arrangera pour que tu sois là quand même. Et on aura le studio.
dans les nouveaux studios. Et puis c'était tout pour les têtes dans le cloud. Merci à tous. Merci. Bye bye.